Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, une deuxième édition d'une vidéo collaboration. On a vu la première avec Chronique de la Tasse, on avait fait une super vidéo sur la situation de Xavi, sur Xavi est-ce qu'il devait rester ou non. La finalité est qu'il va s'en aller et donc on va démarrer avec Hansi Flick. Et c'est par l'accompagnement d'Actualité Barça que je remercie pour la vidéo qu'on va regarder le bilan des différents coachs qui sont passés par le Barça après Luis Enrique. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo. Vous pouvez la partager, ça nous ferait énormément plaisir. Liker, commenter, qu'il y ait le plus de références possible sur la vidéo et qu'on puisse réellement profiter d'une vidéo de qualité. On espère qu'elle vous fera kiffer. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo avec Actualité Barça, que je remercie énormément pour son professionnalisme ainsi que pour toutes les informations qu'il a pu nous transmettre dans cette vidéo. On le remercie pour sa présence et bon visionnage à vous les gars. Et donc voilà, salutations à tous, c'est Boateng. Aujourd'hui, on a un invité très 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 spécial avec nous aujourd'hui, la réelle référence au niveau de l'actualité Barça. C'est pour ça qu'on le nomme Actualité Barça. On accueille Soufiane avec nous. Soufiane, salut, comment tu vas? Bah, ça va très bien. Déjà très heureux de pouvoir discuter avec toi et que pas mal de gens puissent nous suivre. On va parler du Barça comme d'habitude. Et je te remercie de l'invitation. Ça me fait plaisir de pouvoir participer à ces discussions avec toi et de partager ma passion également. Bah, écoute, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté l'invitation. Honnêtement, c'est un réel honneur, pour moi sur ma chaîne parce que tu es la référence pour nous tous au niveau, de l'actualité. Je te cache pas que je suis pas le journal, c'est toi mon journal à ce niveau-là. Mais, voilà, sur le sujet de la vidéo aujourd'hui, bah, comme on l'avait un peu énoncé, dans le titre, on va un peu parler des bilans des entraîneurs du Barça parce que malheureusement, bah, avec le Barça, on a connu énormément, énormément de déceptions, que ce soit depuis, surtout le départ de Luis Enrique et la mésaventure avec Valverde au niveau européen. On va faire un petit historique, sur les différents coachs qui ont pu passer jusqu'au bilan final de Xavi, qui est le dernier coach en date avant Hansi Flick qui vient d'arriver. Donc voilà, peut-être pour commencer, si cela te va, on va peut-être évoquer en premier lieu Valverde. De ton côté, Valverde, quel bilan tu retiens sur Valverde, tant au niveau espagnol qu'au niveau européen? Bah écoute, déjà, quand Ernesto Valverde est arrivé à Barcelone, j'avais beaucoup de questions parce que Valverde, c'était un coach qui était assez référencé en Espagne, mais on avait beaucoup d'inconnus par rapport à ce qu'il pouvait donner à Barcelone. Et finalement, on s'est rendu compte peu à peu, je pense qu'au début, il voulait instaurer un Barça toujours dominant avec le ballon, avec un collectif, et cetera. Et je pense qu'il s'est vite rendu compte que le collectif, l'effectif qu'il avait à disposition ne pouvait plus en fait jouer d'une certaine manière comme on l'avait connu, sous, Guardiola, Tito Villanova et même avec Luis Enrique et même si c'était un peu plus, vertical avec Luis Enrique. Donc je pense qu'il s'est adapté et au fur et à mesure, on a vu un Barça beaucoup plus pragmatique, un bloc, on va dire médian, un 4-4-2 avec un Messi qui était toujours assez libre sur le terrain et Suarez devant. Et donc évidemment, au niveau des résultats, on a été assez, on va dire, assez bon en termes de championnat parce qu'on a pris pas mal de championnats d'Espagne et même au niveau de la Copa, c'était toujours positif en termes de résultats, nationaux. Mais encore une fois, quand tu es supporter du Barça, tu attends du jeu et des résultats. Et avec Valverde, malheureusement, on a plus vu des résultats que du jeu. Même si évidemment, il y a eu des bonnes périodes en termes de jeu, on va pas se mentir. Mais globalement, sur les, saisons où on avait Ernesto Valverde comme coach, on a eu beaucoup plus de résultats que de jeux. Un Barça pragmatique, bloc médian, avec un Messi et sa qualité individuelle qui était vraiment, le joueur différentiel et en plus, on peut dire tout ce qu'on veut sur Valverde, mais Messi, lorsqu'il a une interview et qu'il parle de Valverde, il parle de manière assez positive de lui. Alors beaucoup de pouvoir pour les joueurs sur le terrain, parce qu'individuellement, on leur a donné beaucoup de liberté, mais après en termes de résultats, au niveau européen, ça n'a pas suivi parce qu'au niveau européen, souvent tu as des joueurs en face, des équipes très bien travaillées collectivement, avec en plus des individualités et à Barcelone, on avait des individualités extraordinaires et peut-être que collectivement, ça ne suivait plus. On construisait l'équipe autour de Messi, ça a fait la différence au niveau national parce que Messi, sur 38 journées, pour le battre, c'est très compliqué. Mais sur un ou 2 matchs, le Barça est toujours friable. Et on l'avait vu sous Valverde et malheureusement au niveau européen, on a eu l'élimination, déjà contre, la Roma, on s'est fait, remonter. On a eu ensuite, la fameuse élimination qui a vraiment marqué contre, Liverpool où là,
malheureusement, le Barça, sur le match retour, s'est fait punir à Anfield et ensuite on avait décidé de continuer. Rappelez-vous, on avait même perdu en Copa del Rey en finale contre Valence. Il y avait beaucoup de supporters, je me rappelle à l'époque, qui voulaient que le Barça perde pour que Valverde soit viré et finalement il était resté. Donc un bilan assez, on va dire mi-figue, mi-raisin, avec des bons résultats sur la scène nationale quand même, mais globalement le jeu n'était pas présent et ça s'est mal terminé quand même. On va se rappeler de la fameuse Super Coupe d'Espagne. Il y avait Griezmann qui avait marqué, je crois, et juste après ça s'était mal terminé avec, donc son départ. Il avait été viré, juste après la Super Coupe d'Espagne. Ouais, non, on se rappelle de la défaite, contre l'Atlético Madrid en Supercopa, on se rappelle bien. Mais je te rejoins totalement sur le bilan de Valverde. Moi, je trouve ce qu'il a pu amener honnêtement Valverde au Barça, c'est après 2017, c'est surtout, ben, le fait que le Barça savait souffrir. J'avais vraiment cette impression que le Barça pouvait souffrir à l'image du Classico 0-3 qu'on gagne, au Real Madrid, où c'est le premier Classico de Valverde, si je ne me trompe pas. Bah, tu as le Barça qui est dominé en première mi-temps, mais après réagit très, très bien et éclate le Real Madrid 0-3. On se rappelle de la percée de Rakitic honnêtement, Messi qui était en feu avec, la main de Carvajal. Donc je me disais que c'était assez positif ce que Valverde avait amené. J'ai l'impression qu'on avait beaucoup plus de structure défensive et qu'on savait mieux subir la pression. Mais après le problème, il y a eu vraiment comme tu l'as dit, ce qui m'a fait le plus mal, c'était surtout la Rome parce que la Rome, on s'y attendait absolument pas. Je savais que le Barça n'aimait pas les grosses ambiances, n'aimait pas les stades où c'était le feu, on le savait tous, mais jusqu'à te faire remontrer où tu avais gagné 4-1 à l'aller et perdre 3-0 contre une Rome qui était plus que prenable, honnêtement, c'était une réelle surprise. Et c'est là que moi, personnellement, j'ai vu les premières failles de Valverde où dès qu'on voyait une équipe qui avait plus faim que nous, bah, on se remontait. Après Liverpool, on n'en parle même pas. Je vais pas te cacher que de mon côté, je m'y attendais. Vraiment, je m'y attendais. Surtout que le match aller, c'était 3-0, mais ça aurait pu très bien finir 2-2, ça aurait tout à fait logique. Mais après le 4-0, je le voyais arriver et c'est ça que j'avais reproché pendant des années à Valverde, c'est qu'à part Messi, il n'avait pas de solution. En 2019, à part ter Stegen, Messi, tu n'avais personne. Ça ne suivait pas honnêtement. Tu avais Messi qui nous portait, on aurait aimé qu'il prenne sa chance parce qu'il avait bien mérité, mais il peut pas faire de miracle à lui tout seul. Et c'est là que Valverde, moi, ça a été une réelle déception, surtout après 2018, je lui ai laissé sa chance, vraiment en me disant, ça arrive. C'était son seul mauvais match de la saison. Je me rappelle, on avait failli surtout gagner le championnat sans être invaincu. On perd le dernier match contre les 25 buts Exactement. à 4. Mais où je me suis alerté, c'est la gestion de Coutinho, où il le mettait attaquant gauche et pas milieu de terrain. Tu as aussi, il avait toujours ses petits chouchous, c'est toujours les favoris qui mettent sur le terrain, où il n'y avait aucune projection de la jeunesse, où on réclamait tous Ricky Puig à cette époque-là, à tort et à raison, peu importe, mais il n'y avait aucune autre possibilité. Tu voyais bien qu'il se reposait sur Messi. Et après, comme tu l'as dit, suite à cette défaite en Supercopa, même si pour moi c'était beaucoup trop tard, on arrive avec Quique Sétienne. Et là, bah, Quique Sétienne, le bilan, bah, on se rappelle tous du 8-2. Honnêtement, comment tu as perçu l'arrivée de Sétienne qui beaucoup estimaient que voilà, avec son style du Real Betis, pouvait correspondre avec le Barça? D'abord, Quique Setién, il avait été quand même assez référencé en Liga. Il avait joué, je me rappelle avec, Las Palmas comme entraîneur, ça se passait plutôt bien en termes de jeu. Il y avait également le Real Betis, je me rappelle d'une défaite du Barça, je crois, au Camp Nou contre le Real Betis. Il y avait même Junior Firpo qui avait marqué, je crois. Donc c'était quand même un coach assez référencé en championnat d'Espagne parce qu'il avait des équipes qui jouaient plutôt bien avec un adjoint, Eder Sarabia, qui avait beaucoup de pouvoir et qui était, on va dire, le méchant policier sur le banc qui était vraiment le génie tactique entre les 2. Et finalement, quand il arrive, eh bien, tout le monde se dit: «On va ramener quelqu'un qui apporte du jeu», après un Ernesto Valverde qui était beaucoup plus axé, on va dire, sur les résultats que le jeu. Bon, finalement, on s'est rendu compte que la mayonnaise ne prenait pas. Les premiers matchs, je me rappelle plutôt bien, il y avait des matchs avec plus de 1000 passes réussies. C'est pour vous dire que parfois c'était vraiment, à l'inverse de Valverde, c'était vraiment la possession de balle à outrance. C'est parfois assez stérile et finalement, on s'est vite rendu compte qu'il y avait quand même des relations difficiles entre le coach et les joueurs. Je me rappelle d'un match contre le Celta Vigo, avant la fin de la saison et avant, la Ligue des Champions, où on voit Messi et Der Sarabia qui se parlent pas, un Quique Setién qui n'a plus de légitimité dans le vestiaire, donc c'était déjà très, très compliqué et on savait que ça allait mal se terminer et d'ailleurs ça s'est mal terminé avec, la Ligue des Champions. Il y avait eu quand même des bonnes facettes. Je crois qu'il y avait eu le match où Riqui Puig avait joué contre l'Atlético de Madrid Ouais. avec, face à lui
Thomas Partey, ça s'était plutôt bien passé. Mais globalement, sur le passage de Quique Setién, passage négatif. Dès qu'il arrive, on le savait, il avait un discours en conférence de presse parfois étonnant, où il disait que, bah, il y a quelques jours, il était auprès de ses vaches et là, il était dans un vestiaire avec Messi, Suarez et cetera. Donc c'était assez compliqué, assez bizarre. Il y avait, des entraînements pas très physiques, on le savait, c'était sorti dans la presse à l'époque. Et finalement, bah, ça s'est terminé comme ça devait se terminer malheureusement, avec un résultat catastrophique en Ligue des Champions, le 8-2 et ensuite son départ qui était inéluctable. Non, non, réellement, mais après surtout, moi, ce que Quique Sétienne, ce que j'ai vraiment pas digéré, c'est qu'on avait perdu le championnat à ce moment-là, parce que bon, il y a eu la crise Covid, mais on le perd bêtement le championnat, je me rappelle, où on fait match nul contre Atlético Madrid, où il y a Messi qui met sa panelka, on sent la fébrilité défensive, même si, bah, on voit le début d'Araujo, les débuts de Riqui Puig, où on voit vraiment un appel à la jeunesse. C'est ce que je lui ai reproché personnellement avec Quique Sétienne, quand il met son 4-4-2 ridicule face au Bayern Munich, où tout le monde savait que ça n'allait pas tenir et j'ai si vous voulez, j'ai des preuves, mais le 8-0, je le voyais venir, honnêtement. Je voyais bien la forme du Barça et la forme du Bayern. Mais le 4-4-2, il nous a achevé, honnêtement. J'aurais aimé qu'ils prennent les risques. Et on se rappelle tous de l'image d'Araujo énervé sur le banc, qui le met titulaire sur le terrain, qui fasse appel à la jeunesse, honnêtement, et qu'on ait beaucoup plus de possibilités que son 4-4-2 où il compte sur Arturo Vidal dans le milieu de terrain qui s'est fait manger en A, B, C, D, Z. Enfin voilà, on va se passer de ce mauvais souvenir. Mais Quique Sétienne, le bilan a été vraiment catastrophique. On a tout perdu avec lui en l'espace de même pas 2 3 mois. Certes, certains parleront du Covid ou autre, mais peu importe. Le jeu, moi, ça m'intéresse pas si tu ne gagnes pas. C'est clair que le jeu du Barça, je ne vais pas aller jusque blasphémer et dire que c'est une religion, mais c'est une passion pour nous. Mais il faut que les résultats suivent, même s'il y avait eu la petite lancée de la jeunesse. Mais si tu peux pas t'en servir prolifiquement en Ligue des Champions, bah c'est problématique. Et Quique Sétienne, bah, on se rappelle tous que oui, comme tu dis, il y avait très peu de charisme. Le gars, il n'était pas serein du tout en interview, dès que c'était en conférence de presse. Tu pouvais pas aller face à un tel Bayern. Tu offres un championnat ridicule que tu dominais dès le début de saison avec Valverde. Et par la suite, ben, tu perds tout, allez, tu es confronté à une première saison blanche qu'on n'avait plus vécue, franchement, je pense, depuis 2007 ou 2006, si je ne me trompe pas. Enfin, non, 2006, on a avec des champions, tant pour moi. Mais voilà, depuis des années, tu n'avais pas vécu une seule saison blanche. Ouais, on peut compter 2014, même si on prend la Super Copa. Mais tu arrives après directement à switcher sur Koeman, où on se dit, bon, c'est une légende du Barça, c'est la référence au niveau de la Ligue des Champions de 1902 au 92 pour les Français. On se dit, voilà, il a fait du très bon travail avec les Pays-Bas. Il renonce aux Pays-Bas pour le Barça. Toi, de ton côté, comment tu vois l'arrivée de Koeman? Et malheureusement, le bilan, on le connaît tous, mais comment tu as vu l'arrivée de Koeman? Et quelle a été ta déception? Et quels ont été les points positifs que tu as pu avoir avec Koeman? Bah, déjà quand Ronald Koeman il arrive, bah, j'ai plus l'impression que c'est un choix, par défaut, que le club a besoin d'un entraîneur, on va dire, qui connaît l'environnement, ce qui n'était pas le cas de Valverde, même si Valverde était passé par le Barça comme, joueur, c'était assez rapide. Comme Quique Setién qui ne connaissait pas, on avait besoin de quelqu'un qui connaissait l'environnement et Koeman, bah, il connaît l'environnement du club, même si encore une fois en termes de coach, dans ses précédents clubs, ça s'était pas toujours passé de manière positive, mais avec la sélection, c'était quand même plutôt bien. Donc on se disait: «Allez, Koeman va peut-être apporter un certain cadre», parce que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup, beaucoup de pouvoir quand il arrive. On sait que Bartomeu, voulait absolument avoir un coach avec quand même une certaine poigne et Koeman, il l'avait. Maintenant, encore une fois, il y a eu des décisions qui ont été prises. Il faut se rappeler qu'on est dans une situation économique compliquée, qu'il y avait le Covid, beaucoup de pertes économiques. Il va dire au revoir à Luis Suarez, probablement par défaut. On va devoir avoir un Messi qui, quelques semaines avant, voulait partir aussi. Ça aussi, il faut pas l'oublier. Donc c'est un Barça très, très, très compliqué, dans une situation compliquée, avec potentiellement une motion de censure qui pouvait être lancée, donc des élections. Et au fur et à mesure de la saison, c'est ce qui va se passer. Avec un Bartomeu qui va démissionner, un Koeman qui va être tout seul devant la presse, un peu abandonné, qui n'a pas eu un mercato super intéressant, très compliqué également, avec un Barça qui a perdu son numéro 9. Faut se rappeler qu'on a signé des joueurs comme Martin Braithwaite, quand même, il faut pas l'oublier. Il y a eu un effectif beaucoup plus faible que les saisons précédentes et au départ, ça a mis un petit peu de temps. Je crois que Messi s'était un petit peu blessé aussi, donc le Barça avait pris un petit peu de retard
Et à un moment donné, je crois que c'était à partir du mois de décembre, Koeman avait changé de dispositif. On avait fait un mauvais résultat contre Alaves. Je crois qu'on avait mis un 3-5-2 avec un Clément Lenglet qui n'était vraiment pas à l'aise. Et juste après ce match, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la tactique et au niveau du jeu. C'était déjà beaucoup plus plaisant avec un Messi qui remontait en puissance. On avait vu un Barça beaucoup plus intéressant au fur et à mesure de la saison. Mais évidemment, ça n'avait pas duré sur la période, sur la durée. Alors, le Barça avait quand même réussi à gagner une Copa, ce qui n'avait pas été le cas lors des saisons précédentes, il faut le rappeler, avec un Griezmann qui avait apporté un match avec une remontada, je crois que c'était contre le FC Séville. Il y avait eu également un match contre Grenade où on va en prolongation, au bout du bout, on va la chercher. Et finalement, en finale, un très grand match de Jong, de Messi, de Griezmann contre l'Athletic Club de Bilbao. Donc, on va remporter un titre qui nous manquait beaucoup. Mais au niveau du championnat d'Espagne, on avait perdu beaucoup, beaucoup trop de points, ce qui était évidemment malheureux parce que on était monté en puissance trop tard dans la saison. On avait perdu Ansu Fati sur blessure aussi, il faut pas l'oublier. Donc à Ronald Koeman, qui malgré tout, malgré la situation compliquée du club, on avait quand même remporté ce fameux titre. Ensuite, faut se rappeler, il y a Laporta qui arrive à la présidence, qui au départ donne légitimement une certaine confiance à Ronald Koeman parce qu'on vient de gagner un titre, la situation est compliquée, que Koeman est devant la presse en tant que représentant du club parce qu'on n'a pas de président. Et ensuite, Laporta arrive, lui donne de la confiance. Et au fur et à mesure de la saison, de l'été, on se rend compte que Laporta aimerait bien changer d'entraîneur. Finalement, il va trouver personne. Je crois qu'il voulait Hansi Flick, Nagelsmann, Ten Hag. Finalement, il va garder Ronald Koeman et Koeman va apprendre que le coach, enfin que le président avait essayé potentiellement de le remplacer. Et à partir de ce moment-là, c'était terminé parce que Koeman savait qu'il n'y avait plus de confiance, qu'on n'a pas eu un mercato intéressant. On avait même perdu Griezmann au dernier jour. On avait eu Luc de Jong. On avait perdu Lionel Messi. Donc, franchement, la situation était compliquée, on va pas se mentir. Et la fin de l'ère Ronald Koeman, elle va se terminer comme c'était prévu, parce que tu as un mercato qui n'est pas bon, tu perds tes meilleurs joueurs, économiquement, c'est compliqué. Donc au bout du bout, l'histoire va mal se terminer. Les fans vont aller devant la voiture de Koeman et limite lui demander de partir, de l'agresser. Franchement, c'était vraiment très malsain et de manière légitime, il y a eu son départ et il a été remplacé, par, je crois que c'était, l'assistant avant que Xavi arrive. Il y a eu un ou 2 matchs avec le coach de l'équipe B, donc c'était mal terminé et finalement Xavi était arrivé pour amener, on va dire, une certaine, un certain changement après un Ronald Koeman qui avait été choisi par Bartomeu. Laporta avait besoin de choisir son propre coach. Non, réellement, mais bah, Koeman, malheureusement, ça a été très très compliqué. Ça a vraiment séparé la communauté Barça, parce qu'il y en avait qui y croyaient encore, comme la plupart d'entre nous, on était tous à demander Koeman out, comme avec Xavi, comme on le verra par la suite. Mais je me rappelle aussi de la défaite en Supercopa, on gagne au tir au but. Je sais pas toi, mais c'était la première fois que je vivais des tirs au but pour le Barça. Donc je me rappelle, en plus, c'est Riqui Puig qui marque le dernier, et je m'étais battu corps et âme pour qu'il puisse jouer. Et la moindre minute qu'il pouvait jouer, on espérait qu'il marque, hein. Moi, je me rappelle même une marque de la tête avec le maillot noir et doré, de ce que je me rappelle. Et c'était très malsain la gestion de Riqui Puig. Après, en interne, qu'est-ce qui s'est passé ou pas? Ça, je ne sais pas, parce que même Xavi ne comptait pas sur lui, mais moi, je trouvais qu'il apportait énormément. C'était un réel talent. Bon, maintenant, il s'est perdu à Los Angeles Galaxy. Ça se passe bien pour lui. Ben, à voir s'il reviendra ou non. De ce que j'ai vu, il a pu prolonger. Mais ça a été très compliqué, c'était une mauvaise gestion de l'équipe, je trouvais. Tu avais surtout le problème, c'est que, on avait tous l'impression, Koeman, comme j'en avais parlé une fois avec Chronique de l'Atlas, tu avais l'impression que Koeman, il voyait tout après tout le monde. Un peu à l'image de Walid Alilovic avec, le Maroc. Tu voyais donc tous les choix tactiques, il les faisait beaucoup trop tard et tu avais cette impression qu'on voyait tous, on n'était pas coach, on avait aucune de ces expériences, mais tu voyais bien que tous les choix qu'il faisait, c'était toujours 20 minutes en retard, c'était toujours à la 70e, c'était toujours à la 80e. Et tu disais, mais attends, à un moment, il faut des réactions, il faut savoir rebondir. C'est ce qu'on demandait à un coach. On se rappelle, comme j'ai dit, on se rappelle la défaite en Super Copa où 2 fois on mène au score, puis après, ben, oui, on a Iñaki Williams qui nous envoie danser. Et sur la suite, bah, vraiment l'excuse que je donnerais à Koeman par rapport à Xavi, c'est que Koeman, son effectif était horrible, honnêtement. J'aurais bien aimé voir Koeman ce que ça aurait donné avec l'effectif qu'a Xavi, parce que Xavi, on va rebondir dessus, avait quand même sur papier une très très belle équipe, honnêtement.
mais les résultats ont été un peu la même qu'avec Koeman, même si Koeman en Classico ne s'est jamais imposé. En Ligue des Champions, on fait le choix ridicule de refaire, de faire jouer Piqué, honnêtement, au lieu j'aurais pris le risque à sa place de mettre Araujo, parce qu'il me semble que Piqué revenait de blessure. Et bah, on a tous encore l'image où Piqué tire Ouais, contre le Mbappé. PSG, ouais. C'est ça. Et ça a été comme ça depuis enfin, tout son passage au Barça, des mauvais choix, des choix que même, désolé du terme, mais même le pire crétin n'aurait pas fait. Et à se demander où il a pris ses diplômes d'entraîneur. Est-ce que c'était la pression? Est-ce que ben, les joueurs qui ne s'adaptaient pas à son plan? Je pense aussi que ça a été à ce niveau-là. Mais il peut surtout remercier Messi en 2021 qui porte pendant toute la saison, on finit deuxième, Messi qui prend le ballon d'or, qui est élu, je pense, 27 fois homme du match. Et puis après, bah, Messi part et on voit bien qu'on est neuvième de la saison. Il faut vite se débarrasser de lui. La poule de la Ligue des Champions, ben, on a deux doigts de sortir. On se rappelle aussi que quand Messi ne joue pas, ben, en Ligue des Champions, c'est galère. Et puis il revient contre Dynamo Kiev. On arrive à sortir de la poule, mais ça a été très très compliqué. Ça a été un long chemin. Et on arrive à la finalité, à se débarrasser de lui par la saison catastrophique qu'il nous a offerte. Et on rebondit sur Xavi. Et là, sur Xavi, il y a aussi plein de choses à dire. Je ne sais pas si toi, tu réclamais Xavi comme nous, ou tu regardais un peu vite fait ces matchs avec Al Sadd, où il y avait quand même du très beau jeu pour une équipe quand même du Qatar, si je ne me trompe pas. Et voilà, on s'est dit avec le Barça peut le faire, il a un charisme qui va pouvoir faire énormément plaisir auprès des joueurs et qui va pouvoir apporter énormément de confiance, même si voilà, on connaît la finalité. Mais toi, comment tu as perçu l'arrivée de Xavi? Quelles étaient tes espérances, bien évidemment, par rapport du fait qu'il c'était un nouveau coach et quelle a été la finalité? Bah, déjà, le choix de Xavi, je le trouvais pas illogique. Parce que Xavi, en fait, il faut se remettre dans le contexte. On est à la mi-saison, le Barça est 9e, vient de perdre contre le Rayo Vallecano et il y a pas beaucoup de coachs dispo. Et donc Xavi qui symbolise beaucoup de choses pour les supporters. On sait que la présidence prend toujours des choix politiques, hein, c'est toujours lié également. Et donc, quand Xavi est choisi, je ne suis pas surpris et personnellement, ça ne me dérangeait pas. Mais j'avais également conscience que Xavi était un jeune coach. Parce que coacher à Al Sadd, bah, c'est pas la même chose que coacher à Barcelone ou dans un top club européen. Donc j'étais conscient que c'était un coach en devenir qui devait également apprendre, progresser et qui, au fur et à mesure, devait se faire sur le tas. Donc ça, j'étais conscient et bon, bah, finalement, on a eu un mercato en janvier plutôt intéressant globalement parce qu'on fait venir Aubameyang, on fait venir Adama Traoré en prêt, il y a également Ferran Torres qui va signer. Donc globalement, quand ces joueurs-là arrivent, il y a aussi Alves, on se dit: «Bon, c'est vraiment un mercato pour corriger le mercato passé». C'est pas un grand mercato, mais la situation économique est telle que cet effectif, avec les arrivées, ça peut être beaucoup mieux que ce qu'on avait. Finalement, pendant quelques mois, ça va être très plaisant. Je me rappelle des matchs où on mettait 4 buts à quasiment tout le monde, hein. Valence, il y avait le Napoli qui avait pris également, je crois, 4 buts à domicile. Il y avait eu également le Classico, on Oh, leur met 4 buts. Bref, c'était vraiment plutôt plaisant en termes de résultats. En termes de jeu, il y avait toujours pas mal de critiques parce que certes, c'était une équipe de contre-attaque, on le voyait avec Adama Traoré, Aubameyang, Dembélé qui sont des joueurs plutôt rapides. Il y avait eu également ce match contre l'Atlético où à domicile, on remporte le match avec plutôt du spectacle. Je crois qu'il y avait un but de Gavi de la tête, il y avait Alves qui avait marqué. Bref, on avait pris quand même beaucoup de plaisir, mais en termes de jeu, on était loin de ce qu'on peut attendre du Barça, mais c'était plutôt positif par rapport à ce qu'on avait vu, sous, l'ère Ronald Koeman à la fin. Donc oui, Xavi va faire le boulot, on va revenir, on va finir second, je crois deuxième du championnat d'Espagne. Mais encore une fois, ce qui était négatif, c'était ce qui s'était passé sur la scène européenne. Parce que certes, au niveau Liga, on avait remonté, mais en termes de au niveau européen, ça s'était mal passé. On s'était fait éliminer, on avait un groupe avec Benfica, le Bayern. Bon, on avait pris 3 buts à Benfica. Pour le Bayern, on s'attendait à se faire démolir, c'est ce qui était arrivé. Bref, on n'a pas passé les poules, ce qui était quand même un objectif. Et ensuite, tu avais eu, donc l'Europa League où, on avait fait un bon résultat au Galatasaray, ça s'était plutôt bien passé, Napoli et finalement, bah, Francfort. Et Francfort, ce qui va se passer à Francfort, c'est lamentable. On va se faire éliminer, mais en plus de ça, à domicile, avec beaucoup de spectateurs au Camp Nou qui ont vendu leur place à des supporters de Francfort. On avait l'impression de jouer à l'extérieur et ça, c'était oui. lamentable en termes d'image, en plus d'une élimination en Europa League. Bref, quand Xavi,
et donc à l'été, 2022-2023, à un mercato assez intéressant avec Lewandowski qui arrive, Rafinha, Koundé, bref, un mercato globalement intéressant. On s'attend à une montée en puissance et c'est ce qu'on aura en termes de résultats, je veux dire, parce qu'on va gagner le championnat d'Espagne, ce qui est quand même pas rien. Il y a la Super Coupe d'Espagne où on joue bien contre le Real Madrid. On est super. Attention, c'est pas un énorme match, mais on joue bien et ça c'est intéressant. Et on va battre le Real dans une finale et le Real perd très rarement des finales. Donc ça aussi, c'était très intéressant avec une montée en puissance de certains jeunes. Gavi qui était vraiment en confiance, un Pedri, un Araujo qui prenait beaucoup plus de place. Donc ça, c'était bien. On gagne le championnat, comme je l'ai dit. Mais encore une fois, la scène européenne, ça se passe mal parce que encore une fois, on ne passe pas les poules avec l'Inter de Milan, avec le match où Piqué et Ter Stegen, bah, on va dire plus Piqué, mais il nous saborde avec ce fameux but de l'Inter. On fait match nul 3-3 avec un doublé de Lewandowski, mais bon, on se fait éliminer. On est éliminé, on va en Europa League. On passe pas les barrages, je pense qu'on se fait éliminer directement par Manchester United. Bref, là aussi, un petit peu à l'instar de Valverde, tu as une différence entre ce qu'on fait sur la scène nationale et européenne. Européenne, ça se passe mal. Nationale, globalement, c'est plutôt bien, même si en termes de jeu, j'attendais beaucoup plus. Mais c'est une défense très solide et on gagne. On gagne beaucoup de 1-0. D'ailleurs, c'était l'une des critiques qui était faite souvent à Xavi. Et là, on arrive à l'été 2023. On s'attend à une amélioration de l'effectif, l'arrivée de Gundogan. On s'attend à un numéro 6 pour remplacer les départs de Jordi Alba, qui était parti juste avant. Tu avais également Busquets qui partait. Donc on attendait à des remplaçants solides. Alejandro Balde venait d'une bonne saison avec le Barça où je me rappelle d'un début de saison canon, il avait bien géré la concurrence avec Jordi Alba, mais cette fois-ci, il était tout seul. Finalement, bah, c'était mal placé parce qu'il y a eu la blessure. Donc on a dû galérer avec Joao Cancelo qui était repassé à gauche. Un Oriol Romeu qui était le remplaçant numérique de Busquets. Ça veut vraiment dire beaucoup de choses. Donc économiquement, tu n'as pas fait un mercato intéressant, même si tu fais venir Gundogan qui est un joueur de classe mondiale. Eh bien, tu as un mercato où globalement, eh bien, tu n'as pas ce que tu attends d'un Barça compétitif. Et on va voir, le jeu ne va pas s'améliorer et les résultats vont en pâtir avec un jeu beaucoup moins intéressant défensivement. On va prendre énormément de buts. Tu auras la blessure de Ter Stegen remplacée par Iñaki Peña aussi. Donc en termes de Liga, eh bien rapidement, tu te retrouves trop loin du Real. Tu vas perdre des matchs comme le Classico match aller sur des fins de match où tu dois faire mieux. Tu vas perdre également le Classico retour au Bernabéu en fin de match. Bref, tu perds beaucoup, beaucoup de points. Tu as la fameuse concurrence avec Gérone qui fait un très bon championnat dans le jeu et en termes de résultats. Et sur la scène européenne, tu vas cette fois-ci aller plus loin en Europe que d'habitude, mais sans jeu, et tu vas te faire éliminer malheureusement contre le Paris Saint-Germain, alors que, selon moi, tu as la qualif entre les mains. Donc, un passage de Xavi globalement dans le jeu décevant. En termes de résultats, il ne faut pas oublier qu'on a regagné 2 titres, même si c'est pas suffisant pour le Barça. On est d'accord, surtout qu'on a, entre guillemets, un petit peu sacrifié le Barça avec un mercato très, très ambitieux en 2022 avec les arrivées de Rafinha, Lewandowski, et cetera. On s'est dit: «Allez, on fait un petit all-in sur ce mercato-là, en galérant sur les prochains». On a gagné les deux titres, mais en termes de jeu, il n'y a pas eu d'amélioration et ça, c'était vraiment quelque chose à noter. Même si on a regagné dans le jeu, pas de progrès et la fin malheureusement, même si on finit second du championnat d'Espagne, tu vas en quart de finale de Ligue des Champions. Vu le contexte qu'on attendait, tu dois faire beaucoup mieux et franchement, j'ai été très déçu, du coach Xavi que j'attendais beaucoup plus. Je pensais qu'il allait s'améliorer, qu'il allait progresser, même s'il a encore le temps, c'est un coach jeune. Au Barça, c'est très demandant et malheureusement, ça s'est pas terminé comme on l'espérait. Bah, en soi, ouais, ouais, non, c'est comme tu l'as dit, en soi, le problème du Barça, c'est qu'on a un club, comme je dis souvent dans mes vidéos, on a un club comme le Real Madrid qui n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre, de pouvoir évoluer avec un coach, ou ils sont peut-être un peu plus patients en Angleterre ou peut-être en France ou autre à ce niveau-là. Mais c'est clair qu'avec le Barça, tu n'as pas le temps. Il y a plusieurs points peut-être que je voudrais soulever. C'est par rapport quand tu parles au match de Supercopa et que tu trouves que ça n'a pas été non plus un très très gros match. Moi, personnellement, ça a été, je trouve, son match de référence. On a eu un tel pressing, honnêtement, qu'on a étouffé le Real Madrid.
Et à ce niveau-là, bah, je trouve que ça a été quand il sort son 4-4-2, pour moi, c'est la première fois où on voit que Xavi en mode qui est dominant. On voit que Xavi qui veut innover, qui veut prendre les rênes, qui peut faire le nécessaire au niveau du coaching et ça a payé, même contre le Manchester United, qui était une très très belle équipe dans les barrages. On fait un très beau match, 4-4-2 qui va ressortir aussi au Classico retour avec le goal de Kessié. Ça a vraiment, moi ça m'a été présent, mais à un moment ça passait plus, à un moment. Et c'est là que même quand il prend sa Liga, je sais pas toi, mais moi je trouvais que cette Liga était très très faible. On la prend, oui, mais c'est pas la Liga. Je vais pas dire qu'elle était facile, mais tout le monde était nul cette année-là. Il faut dire ce qui est. Je dis des termes, mais tout le monde était nul. Le Real Madrid ne tenait pas, l'Atlético ne tenait pas. On gagnait, comme tu dis, chaque fois 1-0. Je me rappelle du match de Valence, on gagnait dans la minute. Il y a le match de Villarreal. À chaque fois, on se sortait sur la fin et on devait espérer un exploit individuel de Lewandowski ou par exemple, on avait surtout de Gavi ou de Pedri qui pourraient arriver. Mais surtout, la première saison, quand Xavi arrive, sans compter, parce que tu as bien tout défini quand il arrive juste après Koeman, c'est Xavi, la première année entière qu'on lui pardonne, c'est surtout de se dire il a que des blessés. En Ligue des Champions, il n'a pas eu de chance. Vraiment, quand il arrive face à l'Inter de Milan au premier match, bon, il y a eu des heures d'arbitrage. Et en plus, il a Christensen qui fait un super match, qui se blesse. Koundé était blessé. Enfin voilà, toute l'équipe était blessée. On se rappelle avec Araujo, avec Koundé, comme on a pu dire. De Jong, il me semble aussi. Et on s'est dit, bah voilà, il essaie de faire au mieux. En plus, le match contre le Bayern, on perd 3-0, si je ne me trompe pas, est un match très, très positif, honnêtement. On se Il y avait dit, voilà, Bellerin en défense. voilà, voilà. Donc, Je me rappelle d'Hector Bellerin, quoi. bon, et que même Xavi a abandonné avec lui. Et c'était. On lui a pardonné beaucoup, je sais, avec Chronique de l'Atlas, on le disait souvent, on lui a pardonné énormément parce que c'est Xavi. Un autre coach, on serait tombé dessus. Et malgré, moi, ce que je reproche, malgré l'équipe qu'il avait, dans les petits matchs, il pouvait gérer, mais dès qu'il avait un adversaire beaucoup plus entreprenant, tu voyais bien que ça ne passait plus, honnêtement. Même quand, comme tu l'as dit, contre le PSG, je suis désolé, c'était un PSG pas non plus extraordinaire. Tu pouvais pas te faire sortir. Araujo leur offre le match, honnêtement. On avait fait le plus dur à marquer. Ça a été vraiment même le match aller au Classico, le Barça joue très bien, je me rappelle. Mais après, bah, comme d'habitude, tu sens que l'équipe adverse pousse et tu sens qu'on va encaisser. Comme d'habitude, toute la saison, ça a été comme ça. Je sais pas si tu as eu ce sentiment-là aussi. Mais dès que l'équipe adverse poussait, en fait, on marquait et puis on redoutait l'équipe adverse à la place de les tuer comme on pouvait faire à l'époque ou comme le Real Madrid le fait. Et c'est ça qui était très très dur avec Xavi, c'est que même si tu menais 1-0, 2-0, tu savais qu'une remontada était possible, tu savais qu'on allait souffrir jusqu'à la fin du match et que tu devais attendre comme c'était les tirs au but. Et comme tu dis, il y a eu très peu d'améliorations. Lui aussi, comme Koeman faisait des choix très tard. Honnêtement, il était vraiment borné. Je me rappelle pendant très longtemps avec Bousquet, honnêtement, il ne voulait pas avoir de successeur, que ce soit même avec Jordi Alba, avec Lewandowski, même Vitor Roque. On comprend pas pourquoi il l'a pris, honnêtement. Je suis désolé, mais avec le peu de temps qu'il a eu, c'est quand même très positif. Et même pour Lewandowski, ça aurait été très intéressant qu'il puisse avoir une réelle doublure, surtout quand Roque arrive. Bah, Lewandowski, je trouve qu'il a une réelle métamorphose. Bah, après, quand il comprend que le petit Brésilien ne va pas le déranger, ben, il retourne dans ses travers et dans les gros matchs ne répond plus présent. Donc, beaucoup de choses à reprocher à Xavi, honnêtement. Je le remercie pour la jeunesse. C'est vraiment le meilleur cadeau qu'il ait pu nous faire, c'est sur la jeunesse, que ce soit sur Koubarsi, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Alejandro Balde, Gavi. Bon, Pedri, ça a plus été lancé par Koeman ainsi que Gavi, mais bon, la responsabilité qu'il a pu lui donner avec aussi Hector Fort et Marc Gouillou. Mais c'est le seul cadeau que je retiens, et en plus, parce que la Liga, comme je l'ai dit, c'est une Liga très faible, et ça s'est vu. Cette année, il y a eu un peu plus de niveau avec Girona et le Real Madrid. On l'a perdu lamentablement, et c'est un peu les gros regrets qu'on peut avoir avec Xavi, c'est de se dire, il aurait pu faire mieux, il aurait pu améliorer, mais à régresser plus qu'autre chose. Et il fallait que ça s'arrête. C'est dommage que ça a entaché l'image de Xavi. On retiendra bien évidemment le joueur, mais je commence à avoir une petite, pas une petite haine, mais une petite amertume sur ce qu'il a pu laisser au Barça. Mais je le remercie pour la jeunesse, bien évidemment, surtout pour Lamine Yamal, qui est un cadeau tombé du ciel. Mais de ton côté, parce qu'il nous reste un petit, on va dire, 4 petites minutes, Hansi Flick, quel serait le mot que tu laisserais pour Hansi Flick, le petit dernier mot de la vidéo? Concernant Hansi Flick, déjà, sur le marché, pour moi, c'était le coach le plus intéressant. C'était le coach le plus intéressant. Donc, j'attends évidemment qu'il apporte une certaine rigueur. On la connaît, la rigueur allemande. Christensen l'a expliqué. Il a parlé avec certains joueurs qui l'avaient eu comme coach. Il a dit que
ce qu'il attendait, c'était une rigueur de retour. Donc s'il dit ça, c'est un petit taquet également peut-être Xavi et donc j'attends évidemment un travail physique, mais également footballistique parce que certes le Barça physiquement perdait beaucoup de points en fin de match, mais il y a aussi des matchs contre des équipes plus faibles, on revenait à on gagnait les matchs en fin de match. Mais ce qui était beaucoup plus critiquable sous Xavi, pour moi, c'était le jeu. Donc j'attends en plus du jeu que l'équipe travaille physiquement de manière positive et évidemment qu'on soit compétitif pendant toutes les compétitions. Mais pour cela, il faudrait également un mercato, à mon avis, intéressant et que certains joueurs, tout simplement, progressent. Non, non, réellement, je suis 100 d'accord avec toi et on espère surtout, ben, que la méritocratie que Xavi avait vantée en arrivant, qu'elle s'appliquera honnêtement. J'espère réellement qu'il y aura pas, qu'il se mettre son amour pour certains joueurs de côté comme Gundogan, Lewandowski, ou Kimmich si jamais il le ramène, sait-on jamais, mais bon, je pense que tu l'évoques souvent dans les vidéos et on attendra les nouvelles de ton côté. Mais j'espère vraiment qu'il y aura une réelle, méritocratie qui s'appliquera, qu'il y aura pas de chouchou. Il nous faut, des joueurs qui ont faim. Ça commence à se trouver petit à petit. On espère que le jeu sera plus solide, surtout défensivement, qui était la force de Xavi et qui a disparu, d'un coup cette saison. On espère que même physiquement parlant, on pourra répondre et que, bah, comme tu dis, le jeu, je m'attends pas du tiki-taka personnellement. Je sais que ça fera mal aux supporters du Barça. J'ai renoncé au tiki-taka. Je sais même pas s'il pourrait encore s'appliquer à l'heure actuelle. Mais le jeu serait le minimum et voilà, s'il faut souffrir à des moments, on sera prêt. Mais les résultats doivent suivre alors, mais pas tous les matchs et qu'on puisse prendre un minimum de plaisir, même si on peut avoir des défaites ou autres, que on puisse réellement savourer notre Barça, être content de regarder les matchs et pas des fois regarder les matchs comme une corvée. Mais voilà, en tout cas, je te remercie grandement, Sofiane. Un grand merci pour ton analyse. C'était plus que sympa et honnêtement plus que fructifiant pour la vidéo. Je te remercie grandement d'avoir accepté l'invitation. J'espère que ça t'a bien plu toi aussi. Et voilà, en tout cas, je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Et bien évidemment, c'est ton moment, c'est le mercato. On risque de bien te suivre. De toute façon, les gars, je vous mets quand même le lien de sa vidéo dans la description, même si vous l'avez bien évidemment tous. Mais en tout cas, je te remercie grandement. Bah, écoute, je te remercie de m'avoir invité, puis c'était toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi ou d'autres supporters sur Instagram, hein, je suis dispo, n'hésite pas également à le mettre dans la description. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir, discuter avec vous, du Barça. Super. Allez, hein, prends soin de toi. Salut, salut, hein. Merci, ciao.